Bien, mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, chaque semaine, chaque jeudi soir, nous partageons l'ensemble des informations en notre possession sur l'évolution de l'épidémie et les décisions qu'elle rend nécessaires pour en maîtriser la diffusion. Il y a 15 jours, ici même, je vous ai fait part de mon inquiétude. Nous observions alors un début de reprise de la circulation virale avec quelques situations préoccupantes dans certains départements. 2 semaines plus tard, le constat que nous pouvons faire de la situation confirme nos craintes. La progression de l'épidémie s'accélère nettement. Nous avons enregistré 30 000 cas pour la seule journée d'hier, 35 000 aujourd'hui. Le nombre de cas a augmenté de 23,6% en une semaine. Cette reprise dessine en réalité ce qui s'apparente de plus en plus clairement à une troisième vague, alors même que nous approchons du chiffre terrible des 100 000 morts. Cette troisième vague s'observe d'ailleurs à des degrés divers dans plusieurs autres pays européens. Cette troisième vague, nous en connaissons la cause, l'arrivée du variant dit britannique qui représente maintenant près des 3/4 des contaminations. Ce variant britannique, nous savions, et je vous l'avais dit, qu'il était plus contagieux. Nous découvrons peu à peu qu'il est en réalité à la fois plus virulent et potentiellement plus grave. Et cela se vérifie dans les chiffres de nos services de réanimation. Hier, 4 269 malades de la Covid étaient hospitalisés en réanimation. Chaque jour, environ 330 nouveaux malades arrivent en réanimation. Cela représente une personne toutes les 4 minutes. Plus inquiétant encore, et Olivier Véran y reviendra, ces arrivées en service de réanimation concernent des personnes plus jeunes et en meilleure santé que lors des vagues précédentes, et leur durée de séjour à l'hôpital est de plus en plus longue. Clairement, ces éléments sont plus préoccupants encore que ce que nous pouvions comprendre de l'évolution du virus il y a quelques semaines encore. La situation se dégrade. Notre responsabilité est maintenant qu'elle ne nous échappe pas. Au cours des semaines écoulées, nous étions parvenus à contenir le niveau de progression épidémique grâce aux mesures adaptées que nous avons prises, mesures qui n'étaient pas, je vous le rappelle, des mesures légères et faciles, et vous le vivez dans votre vie quotidienne, à savoir depuis le 16 janvier, le couvre-feu à partir de 18 h dans tout le pays, conjugué à la fermeture d'un certain nombre d'établissements recevant du public. Nous avons également accéléré la vaccination, avec notamment des opérations très importantes le week-end, dont je voudrais féliciter l'ensemble des acteurs. Nous avons également décidé de renforcer notre stratégie tester, alerter, protéger, et pris des mesures supplémentaires de restrictions dans les territoires les plus durement touchés, en mettant en place une stratégie territorialisée, fondée sur la constatation que l'épidémie, si elle progresse partout, demeure encore disparate selon les régions. C'est ainsi que 23 départements ont été placés sous une surveillance renforcée et qu'un confinement le week-end a été mis en place dans les agglomérations de Dunkerque et de Nice, puis dans le département du Pas-de-Calais le 6 mars dernier. Ces décisions ont été prises sur la base de critères sanitaires, un taux d'incidence de contamination au-dessus de 400 cas pour 100 000 habitants, une pression hospitalière dans ces territoires atteignant déjà la cote d'alerte et une dynamique laissant entrevoir une nette dégradation si rien n'était fait pour l'enrayer. Compte tenu des disparités régionales qui restent aujourd'hui encore importantes, cette stratégie territorialisée conserve son sens et sa pertinence. Mais la situation appelle des mesures beaucoup plus fortes dans un plus grand nombre de départements. Au cours des tout derniers jours, 2 régions ont franchi ou s'apprêtent à franchir ces seuils, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. En Île-de-France, l'incidence est aujourd'hui de 446, ce qui représente une hausse très forte de plus de 23% en une semaine.
Plus préoccupant encore, la pression hospitalière, et je pense en cet instant à nos personnels soignants, atteint aujourd'hui un niveau très élevé. Il y a ce soir près de 1200 personnes admises en réanimation en Île-de-France. C'est déjà plus que le niveau qui avait été atteint au pic de la deuxième vague au mois de novembre. Grâce aux efforts considérables de tous les établissements, publics comme privés, de tous les professionnels, nous avons encore augmenté nos capacités d'accueil en soins intensifs, en réanimation, et nous pouvons encore accueillir au moins 300 à 500 malades supplémentaires. Dans la région des Hauts-de-France, le taux d'incidence s'élève ce soir à 381. Et si le seuil de 400 n'est pas encore atteint, il devrait l'être très rapidement au vu des rythmes de progression que nous enregistrons. Il est vrai que la situation épidémique n'est pas équivalente entre les différents départements, mais la situation critique des services hospitaliers de cette région y est maintenant partout très préoccupante. Comme en Île-de-France, le pic de la deuxième vague a également été atteint et même dépassé. Il en est de même des départements de la Seine-Maritime et de l'Eure, où l'on observe des niveaux d'incidence moindres, mais deux éléments critiques, une augmentation très forte et surtout des capacités de réanimation déjà presque totalement saturées. Dans tous ces territoires, de nouvelles mesures doivent donc intervenir sans délai. Le confinement le week-end qui s'applique dans les Alpes-Maritimes et le Pas-de-Calais depuis quelques semaines a eu un effet réel. Mais le bilan que l'on peut en faire est qu'il est insuffisant pour casser fortement la dynamique de l'épidémie qui s'accélère. Dans le Pas-de-Calais, la situation s'est stabilisée, mais peine à s'améliorer. Dans les Alpes-Maritimes, une réelle baisse observée dans un premier temps semble s'atténuer depuis quelques jours. Je voudrais saluer la mobilisation de la population et des élus de ces territoires qui s'arc-boutent pour lutter contre la pandémie. Mais face à l'accélération du virus et face à la pression qui s'accentue sur nos services hospitaliers, nous devons désormais, le moment est venu, aller plus loin et mettre en œuvre des mesures plus exigeantes dans les départements dont la situation est la plus critique. Ces départements sont donc au nombre de 16. Il s'agit des 8 départements d'Île-de-France, les 5 départements des Hauts-de-France, et puis les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'Eure. Le gouvernement a procédé à des concertations avec leurs élus locaux et j'ai moi-même reçu hier les présidents des assemblées et des groupes parlementaires. Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massives de l'épidémie interviendront à compter de ce vendredi soir minuit et pour 4 semaines. C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer. Ces mesures de confinement ne seront pas la reprise telle quelle de celles que nous avions mises en place en mars et en novembre dernier, car depuis le début de l'épidémie, il y a exactement un an, le temps a passé, la crise a duré, mais nous avons appris. En mars 2020, pris par la brutalité de la première vague, nous avons appliqué un confinement national particulièrement strict, incluant la fermeture des écoles et une présence au travail très réduite. En novembre, nos mesures ont permis de laisser les établissements scolaires ouverts et nous avons rapidement basculé à une logique de couvre-feu et d'ouverture encadrée. Depuis le mois de janvier, nous avons opté pour une stratégie qui nous distingue des autres pays européens. Contrairement à beaucoup de nos voisins, nous n'avons pas appliqué de confinement au long cours à l'échelle de tout le pays. Nous avons même écarté cette option fin janvier dernier et c'était la bonne décision. Car si nous avions dû confiner alors dans une logique d'anticipation, nous aurions alors infligé au pays un confinement de probablement 3 mois. Cela aurait été excessif et insupportable. Et nous avons bien fait de ne pas suivre les prévisions de certains modèles qui indiquaient un emballement de l'épidémie dès la mi-février, ce qui ne s'est pas produit grâce à notre mobilisation collective.
L'Allemagne, par exemple, applique un confinement strict depuis 3 mois, en fermant ses crèches et ses écoles, et en décale aujourd'hui la levée compte tenu des nouveaux effets du variant. L'Italie a connu déjà 3 confinements et vient, vous l'avez vu, d'en décider un 4e, au moment où ce pays est atteint comme nous par cette nouvelle vague épidémique liée au variant dit britannique. Avec le président de la République, nous avons toujours privilégié une approche pragmatique, proportionnée et territorialisée. Cette approche nous a permis de freiner pendant plusieurs semaines la circulation du virus, malgré l'apparition puis la progression du variant anglais. Notre conviction est que si de nouvelles mesures s'avèrent aujourd'hui nécessaires, nous devons continuer avec la même cohérence, c'est-à-dire privilégier une approche pragmatique, proportionnée et territorialisée. Ne pas appliquer mécaniquement les mêmes mesures qu'hier. Prendre en compte ce que cette épidémie nous a appris. Dans les 16 départements concernés par ces nouvelles mesures, nous maintiendrons le parti pris de laisser les écoles ouvertes, préserver autant que possible l'éducation de nos enfants. Il s'agit d'un choix qui nous distingue de beaucoup de nos voisins et que nous entendons préserver aussi longtemps que cela sera possible. Les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges fonctionneront donc normalement. Pour les lycées qui sont déjà, pour plus des 2/3 en demi-jauge, ils basculeront en totalité dans ce fonctionnement. Et les universités continueront à fonctionner selon le rythme actuellement en vigueur. Pour tenir compte des besoins des élèves, nous assouplirons les conditions dans lesquelles l'activité sportive des mineurs pourra être pratiquée. L'éducation physique et sportive sur le temps scolaire pourra reprendre normalement. Et les activités sportives extrascolaires en plein air des mineurs seront maintenues. De même, dans ces territoires toujours, les règles s'appliquant aux lieux de culte resteront inchangées. S'agissant des commerces, comme en mars et en novembre, seuls les commerces vendant des biens et des services de première nécessité seront autorisés à ouvrir. Cette notion de biens de première nécessité sera étendue aux livres et à la musique, ce qui permettra aux libraires et aux disquaires de rester ouverts. Par souci d'équité, les restrictions de vente s'appliqueront aux mêmes produits, qu'ils soient vendus dans un rayon de grande surface, un commerce spécialisé ou un petit commerce de centre-ville. Je sais que les commerces ont mis en place des protocoles sanitaires stricts, mais pour ralentir l'épidémie, il faut réduire les risques de croiser le virus et donc les occasions de contact dans les lieux clos. Dès lors, la fermeture d'une partie des commerces doit y contribuer, indépendamment des risques spécifiques liés à leur fréquentation. C'est d'ailleurs ce que tous les pays autour de nous se sont résolus à faire. S'agissant des déplacements hors du domicile, notamment pour pouvoir s'aérer, se promener, faire du sport, ils seront encadrés, mais selon des règles plus souples qu'en mars et novembre dernier. Car on sait aujourd'hui qu'on se contamine infiniment moins quand on se promène en plein air qu'en étant regroupé sans masque à l'intérieur. Je sais également ce qu'est l'aspiration profonde de beaucoup d'entre vous de pouvoir profiter des espaces extérieurs alors que la crise dure depuis maintenant une année et que nous avançons vers le printemps. Concrètement, il sera possible de sortir de chez soi pour se promener, s'aérer ou faire du sport en journée, sans aucune limitation de durée, mais avec une attestation et à la condition de rester dans un rayon limité à 10 km autour de chez soi. Pour les habitants des territoires concernés, les déplacements interrégionaux seront par ailleurs interdits, sauf motif impérieux ou professionnel. Le dispositif de couvre-feu sera maintenu selon les mêmes règles qu'aujourd'hui, avec une différence cependant. L'heure de début passera de
de 18h à 19h, et cet ajustement lié à l'arrivée prochaine de l'heure d'été s'appliquera à compter de samedi prochain et concernera tous les départements et pas seulement ceux soumis à des mesures renforcées. Ce choix de moins restreindre les possibilités de sortir de chez soi doit cependant s'accompagner d'une vraie vigilance. Il s'agit clairement de rendre possible le fait d'être à l'extérieur, mais pas d'aller chez des amis pour y faire la fête ou de s'y retrouver en nombre, sans distance ni masque. On sait, je le répète, que ce sont d'abord dans ce type de circonstances que le virus prospère. De même, rendre plus facile les activités en extérieur ne doit pas être le prétexte à un barbecue entre amis, à des regroupements dans l'espace public ou dans les parcs et jardins, ou encore à des attroupements devant certains bars qui servent à boire ou à manger en vente à emporter. Des consignes strictes seront passées au préfet pour interdire la fréquentation de certains espaces publics ou même les manifestations et regroupements quand leurs conditions d'organisation créent un vrai risque sanitaire. La règle du jeu est claire, elle s'appuie sur un principe de confiance et de responsabilité, je dirais même de bon sens et certainement pas d'infantilisation. Profitons librement des espaces extérieurs, mais soyons hyper rigoureux pour proscrire les regroupements privés ou dans l'espace public. Au-delà de ces mesures régissant les déplacements personnels, nous devons également être très vigilants sur les risques de contamination sur les lieux de travail. La dernière étude réalisée par l'Institut Pasteur montre que ces lieux représentent 29% des cas identifiés. Cela plaide pour que dans les prochaines semaines, toutes les entreprises, toutes les administrations qui le peuvent poussent au maximum le télétravail, tout en maintenant toujours une journée sur place pour les salariés qui le souhaitent. Au moins 4 jours sur 5 en télétravail, c'est l'objectif qu'il faut atteindre et reconnaissons-le, beaucoup d'entreprises en sont encore loin aujourd'hui. Cela plaide aussi pour être plus attentif aux conditions dans lesquelles se font les déplacements entre le domicile et le travail. L'étude Pasteur que j'évoquais tout à l'heure montre que la fréquentation des transports en commun serait moins à risque que le covoiturage. Pour une raison simple, le port du masque est bien mieux respecté dans les métros et les trains que dans les véhicules personnels. Il ne s'agit pas d'interdire le covoiturage, ce serait totalement excessif, mais je veux rappeler à tous ceux qui le pratiquent l'absolue nécessité de respecter les gestes barrières. Cela plaide enfin pour que les salariés qui ont le moindre symptôme de la maladie ne se rendent pas au travail. Cela peut sembler évident, mais nos données statistiques montrent que ce n'est pas toujours le cas, puisque près de la moitié des contaminations en milieu professionnel sont causées par des personnes qui sont venues travailler alors qu'elles étaient déjà symptomatiques. De même, nous savons que le moment des repas sur les lieux de travail est forcément une source de risque. J'ai donc demandé à la ministre du Travail et à la ministre de la Fonction publique d'établir d'ici le début de la semaine prochaine, après concertation avec les partenaires sociaux, un protocole significativement renforcé pour la restauration collective en entreprise. Les mesures que je vous annonce se traduiront dans les départements concernés toute la semaine, j'en ai bien conscience, par des contraintes supplémentaires pour nos concitoyens vivant dans ces départements. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles, et je sais la lassitude qui est la vôtre face à cette succession de mesures qui, à l'image du virus lui-même, vont et viennent, évoluent et s'adaptent à mesure que la crise dure. Ces mesures, je les crois absolument indispensables et équilibrées. Elles visent à freiner le virus sans nous enfermer. Le virus a accéléré depuis maintenant 15 jours. La pression sur les services hospitaliers s'est accentuée depuis une bonne semaine. Le moment est venu d'en tirer les conséquences. Cela signifie que ces mesures que nous prenons aujourd'hui dans les régions les plus impactées pourront être étendues, si nécessaire, à d'autres parties du territoire. Cela signifie que les mesures que nous prenons aujourd'hui ont vocation à s'appliquer au moins les 4 prochaines semaines, car c'est le temps nécessaire pour qu'elles produisent un effet suffisant,
sauf si, bien entendu, des résultats positifs significatifs étaient constatés dans l'intervalle. C'est aussi le temps qu'il nous faut par ailleurs pour atteindre un premier palier très important, mi-avril, dans la vaccination des plus vulnérables. Pendant un an, nous avons lutté contre le virus par des mesures de restriction. L'enjeu des prochaines semaines, c'est de réduire ces mesures de restriction et de revenir progressivement à une vie normale à mesure que nous vaccinerons de plus en plus de nos concitoyens. Car c'est bien la campagne de vaccination qui va nous permettre de sortir de cette crise. Cette campagne progresse et s'accélère fortement. Nous avons ce soir près de 5,7 millions de personnes qui ont été vaccinées en première injection. Nous avons atteint un rythme de vaccination quotidienne parmi les plus élevés de l'Union européenne. J'insiste aussi et encore sur le fait qu'avec notre stratégie de priorisation, nous vaccinons les bonnes personnes, c'est-à-dire les personnes les plus fragiles. Nous avons par exemple quasiment terminé la vaccination des résidents des EHPAD, qui représentent 1% de la population française, mais 30% des décès dus à la Covid. Près de 45% de l'ensemble des personnes de plus de 75 ans ont reçu une première injection, près d'une personne sur deux. C'est absolument essentiel, car ce sont elles que nous devons protéger en priorité si nous voulons relâcher la pression sur l'hôpital et lever les restrictions sanitaires. Je veux insister sur un point, il faut aller le plus loin possible dans la vaccination des personnes de plus de 75 ans dans les centres de vaccination. De plus en plus de rendez-vous sont disponibles et certains ont désormais du mal à trouver preneur. Je vous engage très fortement à vous inscrire avant que nous n'ouvrions la vaccination aux personnes plus jeunes, ce que je souhaite faire assez désormais. La progression de notre campagne, vous le savez, a été retardée du fait de la décision que nous avons prise lundi avec le président de la République de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca dans l'attente de l'avis de l'Agence européenne du médicament. Cette décision a été prise à titre de précaution en France comme dans beaucoup d'autres pays européens. Et quand bien même nous avions recensé un nombre très limité de cas suspects dans notre pays. Cette suspension de quelques jours devait ainsi permettre aux autorités scientifiques européennes d'examiner les cas suspects et de rendre un avis sur les conditions d'utilisation de ce vaccin. C'est une démarche prudente, certes, mais indispensable en termes de confiance et de transparence. L'Agence européenne du médicament vient, il y a quelques minutes, de rendre l'avis que nous attendions. Il confirme que le vaccin AstraZeneca est un vaccin qui est non seulement très efficace pour lutter contre l'apparition de formes graves de la maladie, mais aussi un vaccin sûr, sans danger. Pour être plus précis, le vaccin AstraZeneca n'est pas associé à une augmentation du risque global de caillots sanguins chez les sujets qui le reçoivent. De même, contrairement aux suspicions qui ont pu avoir cours, il n'y a aucune preuve d'un problème lié à des lots spécifiques du vaccin ou à des sites de fabrication particuliers. Ce que signale l'Agence européenne du médicament, ce sont des effets secondaires extrêmement rares, liés à un faible taux de plaquettes sanguines et apparaissant chez des personnes majoritairement âgées de moins de 55 ans. Mais, je le répète, l'agence dit très clairement que l'efficacité démontrée du vaccin AstraZeneca dans la prévention des hospitalisations et des décès liés au Covid l'emporte très largement sur la probabilité extrêmement faible de développer des effets secondaires. Dès demain matin, la Haute Autorité de Santé française, qui est chargée dans notre pays de formuler les indications de tel ou tel vaccin, actualisera sa recommandation s'agissant du vaccin AstraZeneca afin que nous puissions reprendre immédiatement, dans la foulée, dès demain après-midi, la campagne de vaccination.
Et comme je l'ai déjà indiqué, je me ferai moi-même vacciner demain après-midi avec ce vaccin pour montrer que nous pouvons avoir toute confiance. Je veux en profiter précisément pour dire toute ma confiance et tout mon soutien aux professionnels de santé de ville, médecins comme pharmaciens qui pourront reprendre la vaccination dès demain après-midi et que je remercie pour leur engagement sans faille dans la course de vitesse que nous menons. Grâce à cela et aux livraisons qui arrivent, nous tiendrons les objectifs que nous nous sommes fixés. Je l'ai dit, 3 chiffres, 10, 20, 30. 10, nous voulons avoir vacciné dès la mi-avril au moins 10 millions de personnes, soit la quasi-totalité des personnes vulnérables volontaires aujourd'hui éligibles à la vaccination, c'est-à-dire toutes les plus de 75 ans et parmi les personnes de plus de 50 ans, celles qui présentent un risque face à la maladie. 20, nous voulons avoir vacciné d'ici mi-mai au moins 20 millions de personnes, soit la totalité de la population volontaire de plus de 50 ans. Et 30, nous voulons avoir vacciné d'ici mai-juin 30 millions de personnes, soit les 2 tiers de la population de plus de 18 ans volontaire. Concrètement, cela veut dire que ceux qui ne sont pas encore éligibles à la vaccination vont bientôt pouvoir y accéder. Les personnes de plus de 65 ans qui ne présentent pas de comorbidité pourront ainsi se faire vacciner à partir de la mi-avril. Pour les adultes de plus de 50 ans, la vaccination sera ouverte à partir de la mi-mai. La progression des livraisons va nous permettre de tenir ces objectifs, d'autant que nous recevrons à partir de la mi-avril les doses d'un nouveau vaccin, Janssen, Johnson & Johnson, qui a été autorisé en Europe et en France. Et l'organisation que nous avons mise en place va nous permettre de répartir toutes ces doses sur le territoire national et de les utiliser le plus rapidement possible. Nous avons sonné la mobilisation générale pour que nous allions encore plus vite, pour multiplier les points de vaccination, pour vacciner sans relâche tous les jours de la semaine, y compris le week-end. Vous pouvez désormais vous faire vacciner chez votre médecin ou votre pharmacien. Vous pouvez aussi vous rendre dans un centre de vaccination. Il y en a déjà environ 1500 en France. Et nous allons en créer davantage avec les maires et les élus locaux que je remercie une nouvelle fois pour leur engagement. Grâce à la mobilisation admirable des hôpitaux, des médecins de ville, des pharmaciens, des pompiers et de tous ces acteurs que je croise à chaque fois que je me déplace sur le terrain, nous mettrons tout en œuvre pour gagner cette course contre la montre et nous allons y arriver. Je demande maintenant à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé de vous préciser la situation épidémique. Merci, Monsieur le Premier ministre. Hier, avec le Président de la République, nous étions à l'hôpital de Poissy. Nous y avons rencontré des médecins, infectiologues, réanimateurs. Ces médecins m'ont demandé d'insister à nouveau sur le parcours de soins des malades du Covid et sur la manière dont les choses sont organisées. Voici donc comment les choses se passent si vous devez être contaminé par le Covid, parce qu'un certain nombre d'éléments doivent être rappelés. D'abord, je ne le dirai jamais assez, dès que vous avez des symptômes et sans attendre le résultat d'un test positif, isolez-vous, restez chez vous et prévenez votre entourage. Si vous êtes diagnostiqué positif, que ce soit en test PCR, en test antigénique, ou bien si vous êtes déclaré cas contact, là aussi, isolez-vous, restez chez vous. Et si vous avez des symptômes, prévenez votre médecin traitant. C'est très important de prévenir votre médecin traitant, de manière à ce qu'il puisse suivre votre état de santé, vous surveiller et éventuellement vous proposer des traitements si la situation devait l'exiger, y compris d'ailleurs par télémédecine. Dans le service de réanimation hier, certains malades avaient été admis en catastrophe à l'hôpital. Ils étaient restés chez eux avec leurs symptômes, n'avaient pas nécessairement perçu qu'ils étaient en hypoxie, qu'ils manquaient d'oxygène et qu'ils avaient besoin de soins. Et ils se sont rendus compte trop tard de leur état de santé, justifiant un transfert pour des soins lourds de réanimation. Et puis,
Si vous êtes chez vous, isolé, cas contact ou cas positif, je rappelle qu'on vous proposera systématiquement le passage d'une infirmière ou d'un infirmier libéral chez vous pour tester votre entourage, vérifier que les conditions sont réunies qui permettent votre bonne période d'isolement, voire vous proposer des solutions alternatives et un support administratif auprès des cellules territoriales d'appui à l'isolement qui sont très actives sur le territoire et que je remercie pour cela. Dans certains cas, on pourra vous proposer des médicaments, un traitement. Si vous avez par exemple des troubles respiratoires, on pourra vous proposer de l'oxygène, y compris d'ailleurs chez vous. Ça se fait dans un grand nombre de situations pour vous permettre de mieux respirer. On pourra également vous prescrire des traitements dans certaines indications précises, telles que des anticoagulants pour éviter les risques de thrombose, des antibiotiques pour éviter le risque de pneumonie et de la cortisone, des dérivés de cortisone si vous deviez vous aggraver. Si vous êtes à risque de forme grave, avec ou sans symptômes sérieux, on pourra désormais vous proposer des traitements innovants dont la France s'est équipée et qui sont véritablement porteurs d'espoir parce qu'ils ont montré dans des études, notamment des études américaines, que lorsqu'ils sont prescrits tôt chez des gens à risque de forme grave, essentiellement des gens âgés de 70 ans et plus atteints de comorbidité, lorsque ces traitements, qu'on appelle les anticorps monoclonaux en bithérapie, sont prescrits tôt, ils peuvent éviter des formes graves. Toutes les équipes de recherche et médicales sur tout le territoire national sont mobilisées et ce traitement pourra vous être proposé si vous répondez à ces critères. Si votre état clinique devait néanmoins s'aggraver, votre médecin pourrait être amené à vous hospitaliser dans des unités spécialisées dites Covid, de manière à vous soigner et à surveiller l'évolution de votre maladie. Si nécessaire, vous pourrez être placé sous oxygénothérapie, y compris de l'oxygène à haut débit. Nous déployons dans tous les hôpitaux, dans toutes les cliniques, des unités Covid en transformant des lits de médecine et nous libérons des lits de médecine que nous transformons à partir de lits de soins de suite et de réadaptation. Si votre état clinique devait vraiment s'aggraver, vous pourriez alors être transféré dans des unités de soins qu'on appelle des soins continus, des soins intensifs, voire des unités de réanimation. Et dans certains cas, les cas les plus graves, vous pourriez être placé sous assistance respiratoire, sous ventilation mécanique et être mis en coma médicamenteux le temps nécessaire. À l'issue de ces soins, surtout si vous avez eu une forme grave, vous pourriez être amené à suivre des soins de rééducation, de réadaptation pour récupérer toutes les fonctions perdues et retrouver de l'énergie. Enfin, si vous deviez garder des séquelles au-delà de quelques semaines, telles que la perte de goût ou d'odorat, des céphalées, une grande fatigue, des douleurs, notamment des douleurs articulaires, en somme que vous présentiez ce qu'on appelle un Covid long, alors vous seriez orienté vers votre médecin généraliste. De nombreuses recommandations et de nombreux travaux sont menés dans notre pays pour permettre d'accompagner les malades et de permettre d'accélérer la guérison, notamment avec des soutiens psycho quand c'est nécessaire et de la rééducation kiné et des traitements médicamenteux en fonction des symptômes que vous pourriez présenter. Vous le voyez, soigner le Covid, c'est un travail d'équipe entre ville et hôpital, médecins et soignants, dont le rôle d'ailleurs des soignants est absolument inestimable pour limiter les risques de complications et prendre soin de vous en toutes circonstances. Toute cette filière de soins, elle se structure, elle s'adapte selon les besoins. Plus le nombre de malades est important, plus nous ouvrons de lits, plus nous mobilisons les soignants. Tout ceci se fait au prix d'efforts continus de soignants qui sont fatigués et qui sont éprouvés depuis plus d'un an, même s'ils reçoivent le soutien, le renfort de soignants retraités, d'étudiants, d'infirmiers libéraux et de la réserve sanitaire. Par exemple, rien que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont plus de 1000 infirmiers hospitaliers qui ont été formés aux gestes réanimatoires pour prêter main forte à leurs collègues. Notre capacité hospitalière, elle est extensible, elle est même très extensible. Mais elle n'est pas extensible à l'infini, surtout avec la fatigue des soignants. Parfois, souvent à nouveau désormais, il faut aussi libérer du personnel, il faut transformer des lits en déprogrammant des soins pour que des malades de Covid puissent trouver de la place. Et donc un certain nombre d'opérations chirurgicales, par exemple, ne peuvent pas être proposées aux malades qui en ont besoin. Évidemment, on préserve l'essentiel, la chirurgie urgente, la chirurgie cancérologique, mais on sait que les déprogrammations ont un coût en matière de santé pour les personnes qui doivent repousser leurs interventions, parfois de plusieurs semaines, parfois pour plusieurs mois.
le niveau de déprogrammation des soins dans la région Île-de-France a atteint des niveaux très élevés. Enfin, quand les places en réanimation se font encore plus rares, il nous faut parfois transférer des malades du Covid, en coma, mais stabilisés, vers d'autres régions. Ce qu'on appelle des évacuations sanitaires. Elles ont accéléré ces dernières semaines, elles ont accéléré ces derniers jours, et elles continueront à accélérer. Mais ce n'est pas simple. C'est même de plus en plus compliqué. D'abord, tous les malades ne sont pas transférables. Il faut que leur état de santé soit compatible avec un transport. Et parfois, l'entourage refuse le transfert du patient, qui éloigne les malades de leurs proches. Enfin, un transfert, une évacuation sanitaire, ça mobilise beaucoup d'énergie et beaucoup de temps de soignants expérimentés. Tout le parc hospitalier français est mobilisé. J'ai envie de vous dire, nous y sommes. En Île-de-France, en Hauts-de-France, nous avons d'ores et déjà dépassé le niveau maximal de patients admis en réanimation lors du pic de la deuxième vague. En cause, des admissions en plus grand nombre, vous le voyez sur ces courbes, des durées moyennes de séjour en réanimation qui sont plus longues, des patients qui sont parfois plus jeunes, notamment du fait des variants, et des prises en charge en réanimation qui ont pu être retardées parce que nous avons renforcé la prise en charge en ville, mais qui du coup peuvent se voir complexifiées dans un certain nombre de cas. Nous y faisons face. Je le disais, tout le parc hospitalier français est mobilisé, secteur public comme secteur privé. Dans les régions sous tension, comme dans les autres d'ailleurs, qui sont amenées à accueillir des patients qui seraient transférés. Et nous savons que ces efforts vont encore croître dans les semaines à venir. La montée des réanimations est importante, elle le restera dans les prochaines semaines. Il faudra encore tenir, comme nous l'avons fait lors des 2 premières vagues. Il faudra encore soutenir nos soignants. Et je n'oublie pas les milliers d'agents des agences régionales de santé ou de l'assurance maladie qui sont mobilisés eux aussi depuis plus d'1 an, sans relâche, et sans lesquels rien de tout cela ne serait possible. Un dernier mot. Souvent, on se contamine au coronavirus sans comprendre pourquoi. Un virus peut déjouer nos barrières. Il est microscopique, invisible, il se faufile. Plus nous respectons les gestes barrières, plus nous limitons les risques. En définitive, on n'est jamais responsable quand on tombe malade, jamais. On est toujours victime. Mais même si c'est dur, même si c'est rageant, même si ça nous semble durer une éternité, on doit toujours faire attention. La moitié des contaminations, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, en milieu professionnel, sont le fait de personnes qui, bien qu'ayant des symptômes et ne se sachant pas encore positifs au Covid, étaient quand même allées travailler. Dès que vous avez des symptômes et sans attendre les résultats du test, restez chez vous. Parfois, c'est le petit craquage qui va provoquer de gros dégâts. Je ne compte plus les témoignages de médecins en réanimation ou les médecins de ville qui me parlent de ces soirées entre copains, de ces réunions de famille, de cette petite exception qu'on croit innocente, qu'on pense sans risque et qui peut se terminer par de nombreuses contaminations. Vivre avec le virus, ce n'est pas oublier qu'il peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Et c'est vivre quand même. Et on le peut grâce au port du masque, grâce aux gestes barrières, grâce à la distance vis-à-vis des autres, la distance physique, et grâce à l'aération des pièces. Prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mes chers concitoyens, j'ai parfaitement conscience des efforts qu'à nouveau je vous demande ce soir. Tous les pays d'Europe sont confrontés aux mêmes souffrances et aux mêmes difficultés que nous. Le variant s'y développe de manière certes inégale, mais de manière certaine. Mais nous ne pouvons pas laisser ce virus, ou plutôt désormais ces variants, poursuivre sa route sans tout mettre en œuvre pour l'entraver, comme nous avons toujours tenté de le faire jusqu'à présent, en prenant des mesures pragmatiques, proportionnées et territorialisées, et en veillant à l'équité entre les territoires. Il nous faut donc encore et à nouveau faire face ensemble. Nous avons incontestablement devant nous des jours encore difficiles. Nous devons toujours davantage être derrière nos soignants. Nous les applaudissions chaque soir à 20h lors du dernier confinement. Ils le méritent encore aujourd'hui. Nous sommes confrontés à une 3e vague de cette pandémie qui semble ne pas vouloir en finir.
Mais la grande différence avec les vagues précédentes, c'est que nous avons devant nous désormais une perspective. Cette perspective s'appelle la vaccination. Et cette perspective change tout, puisque si les efforts d'aujourd'hui sont indispensables, plus que jamais, nous savons qu'ils ne seront pas vains. Je vous remercie.